Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session. C'est Nicolas Thibert et Marie-Alice qui vont présenter l'art d'affiner les user stories. Donc, vous laissez leur compagnie. Vous avez donc 15 minutes de présentation avec une session de questions-réponses à la fin de leur presse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la session Q&A et à la fin, si vous voulez participer en montant sur scène, vous pourrez lever la main. Moi, je vous ferai monter pour pouvoir discuter avec eux. Je vous laisse. Très bonne session et à tout à l'heure. Bonjour à tous, merci Alison. Ravi d'être avec vous ce matin pour discuter un petit peu de l'art, d'affiner des US. Donc, avant de démarrer une petite présentation, moi je m'appelle Nicolas Thibert, je suis formateur, facilitateur et coach agile pour la société Zenica. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Je m'appelle Maria-Elisa Paez, je suis Product Manager pour Zenica. Et Zenica, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil en innovation technique, managériale, organisationnelle et produit. Donc, avant de démarrer cette session, un grand merci à tous les sponsors, sans qui cette édition un peu particulière n'aurait pas pu avoir lieu. Et aussi, surtout, un grand merci à toute l'équipe d'organisation. Vous êtes vraiment au top. Aujourd'hui, nous allons passer ensemble 45 minutes de conférence. Dans ces 45 minutes, il y aura 35 et 40 minutes de présentation. Et le reste, ce sera du temps. Donc, les questions, elles seront posées à la fin. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le chat. On les prendra à la fin de la conférence. Comme prérequis pour aujourd'hui, il faut avoir des bases dans l'agilité et connaître le concept du user story parce qu'on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On va plus avoir un focus sur le fait de découper des bonnes US et aussi, bien sûr, de pouvoir les affiner, c'est-à-dire de les clarifier et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend sur cette US. Commençons sans plus attendre. La première question qu'on pourrait se poser quand on parle de découper des US, c'est quelle est une US de qualité et comment je peux savoir si mon découpage est qualitatif ou pas et s'il est bon ou pas. Pour répondre à cette question, certains d'entre vous doivent connaître, c'est le framework INVEST. C'est une bonne base pour pouvoir jauger de la qualité du découpage des US. Chaque US doit répondre aux critères d'Invest, c'est-à-dire il faut qu'elle soit indépendante, qu'elle soit négociable, c'est-à-dire qu'on puisse venir discuter avec les développeurs ou les parties prenantes sur la valeur ou en tout cas le découpage de celle-ci. Il faut qu'elle apporte de la valeur, qu'elle soit estimable et du coup qu'elle soit suffisamment petite pour adresser une complexité un peu qui soit maîtrisée par les développeurs et aussi qu'elle soit testable. Mais avant de se poser la question de OK, qu'est-ce que c'est une bonne US de qualité et comment la découper? Pourquoi pas se poser la question de pourquoi découper? Et surtout, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est quelle est la taille idéale d'une user story? Comment on peut répondre à ce critère-là small de la façon la plus pertinente? Pour répondre à ces questions-là, en fait, il y a plusieurs critères sur la notion de pourquoi découper. La première, c'est parce que découper va nous permettre de livrer plus rapidement de la valeur et du coup aller dans les mains des utilisateurs beaucoup plus rapidement, ce qui va nous permettre de favoriser l'apprentissage continu, de recueillir des feedbacks et savoir si on est dans le bon chemin ou pas. Concernant cet apprentissage, il va aussi nous permettre d'apprendre en interne si nos compétences sont bonnes, si on est en train de monter en compétences et aussi la capacité à réaliser que l'équipe a. Ça va nous permettre aussi d'adresser plus facilement la complexité. Au lieu d'avoir une grande montagne devant nous, on aura juste des petites sections de chemin qui vont nous amener jusqu'en haut. Et cette notion de pouvoir adresser plus facilement la complexité va nous permettre aussi de saucissonner cette complexité et faciliter la priorisation. Peut-être qu'il y a des bouts qui sont plus prioritaires que d'autres et ça va nous permettre du coup de venir faire cet ordonnancement et favoriser la prise de décision dans cette fameuse discussion qu'on va avoir autour de la priorisation des US. Ça va nous permettre aussi d'anticiper des dépendances et ainsi pouvoir minimiser les risques en cours de dev. La question sur quelle est la taille pour une US, quelle est la taille idéale, il y a une réponse qui n'est pas très claire par rapport à ça. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit suffisamment petite, mais aussi suffisamment grande.
Donc, on va rentrer un peu dans le détail de ça. Suffisamment petite, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle puisse être finalisée au cours d'un sprint. Et aussi, il faut que chaque équipier de l'équipe de dev puisse faire un minima de US par sprint afin de pouvoir voir la progression et pas livrer tout à la fin du sprint et que tout se coordonne à la fin. Aussi, ça va nous permettre de venir atteindre une complexité qui va être acceptable par les développeurs au cours d'un sprint. Suffisamment importante, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment grande pour garder une cohérence fonctionnelle, mais aussi continuer à délivrer de la valeur pour qu'elle réponde au V de Invest. Ok, merci Maria-Elisa. Alors, ça a l'air compliqué quand même, hein, parce qu'il faut avoir quelque chose qui est suffisamment petit pour être finalisé au cours d'une itération, mais en même temps que ça continue à apporter de la valeur. Donc ça, comme ça, ça a l'air assez complexe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, tout d'abord, je voudrais m'appuyer sur cette citation de George Box qui dit que tous les modèles sont faux, mais que certains sont quand même utiles. Pour vous présenter, on va vous présenter avec Maria-Elisa 6 stratégies de découpage qui vont vous permettre de découper vos user stories pour que celles-ci soient le plus invest possible. Le premier flux que nous allons voir ensemble, ça va être la stratégie de découpage d'enrichissement d'un produit métier. La question à se poser pour savoir si on est dans ce cadre-là de figure, c'est est-ce qu'au menu S, des critères d'un processus métier? Si la réponse à cette question est oui, alors ce qu'on va faire, c'est venir extraire le processus le plus simple de bout en bout, au lieu de venir peut-être faire une US sur le premier pan du processus, puis le deuxième, puis le troisième. Pourquoi? Parce que souvent, quand on se place dans cette catégorie-là, dans laquelle on a un processus métier, la plupart de la valeur est du coup délivrée à la fin. On va le voir du coup, par exemple, dans le cadre d'un site e-commerce, pour illustrer ce propos-là. Par exemple, là, on a une US, disons une US mère, avant qu'on puisse la découper, dans lequel il y a un cas classique de pouvoir commander sur un site marchand. Afin de pouvoir commander dans un site marchand, j'ai plusieurs étapes qui font partie d'un processus. Il faut que je sélectionne la marchandise, puis après que je puisse sélectionner mon mode de livraison, et ainsi de suite jusqu'au paiement et la réception du produit. Dans ce cas-là, la valeur délivrée au client et du coup, pour nous aussi en tant qu'admin ou en tant qu'entreprise, va être plutôt vers la fin. C'est là où on va venir encaisser et c'est là où aussi l'utilisateur va recevoir son produit. Par rapport à ça, du coup, l'idée dans cette stratégie de découpage, ce serait dans la première US de prendre le cas le plus simple de bout en bout. Donc, du coup, on a 3 étapes, dont la dernière qui nous permet du coup de récupérer du chiffre, donc du ROI, important pour nous. En revanche, les 2 premières étapes, c'est vraiment le plus simple possible. Un récapitulatif simple et en plus de ça, sur la notion de livraison, on a une seule façon de livraison un peu standard pour tout le monde. Suite à ça, on va venir enrichir le processus étape par étape. Par exemple, venir pouvoir sélectionner d'autres modes de livraison. Donc, enrichir le pan livraison. Puis, peut-être proposer à l'utilisateur d'avoir plusieurs façons de payer. Et ainsi de suite, on va venir enrichir soit en complexifiant les étapes déjà décrites, soit carrément en rajoutant des étapes intermédiaires afin d'atteindre ce gros pic de complexité du produit qui est la notion de pipe e-commerce. Merci Maria-Elisa. Alors, une deuxième stratégie qu'on va aborder maintenant, c'est la stratégie de découpage dite par action utilisateur. Quand vous êtes face à une user story, une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que mon US implique un ensemble d'opérations, d'actions utilisateurs qui sont indépendantes les unes des autres. Si c'est le cas, on va pouvoir essayer de découper pour chacune de ces actions utilisateurs ou pour groupement d'actions utilisateurs. Alors, on va illustrer ça. On est toujours sur notre site e-commerce. Donc, imaginons qu'on ait une US où on souhaite gérer un panier d'achat. On voit bien qu'en fait, derrière la gestion de ce panier d'achat se cache un certain nombre d'actions utilisateurs. On va pouvoir avoir l'ajout d'un article au panier, la suppression, on va pouvoir également modifier la quantité d'articles sélectionnés, ou encore consulter le contenu du panier ou le montant total de la commande. On voit que chacune de ces actions utilisateurs peut faire l'objet d'une user story qui est indépendante les unes des autres et qu'on va pouvoir traiter de manière séparée.
Un petit tips, un petit indicateur, c'est dès que vous avez en fait un verbe un peu générique, du type gérer, administrer, configurer dans vos US, c'est que cette stratégie de découpage est une stratégie qui est candidate et qui sera généralement efficace pour découper l'US mère. Une troisième stratégie de découpage serait un découpage par règle de gestion. En fait, si dans une US, on se rend compte que les règles de gestion associées à cette US peuvent être indépendantes ou peuvent créer des sous-ensembles indépendants, à ce moment-là, on peut venir découper en plusieurs US qui vont venir correspondre bien sûr à ces sous-ensembles indépendants. Dans le même cas de notre site e-commerce, par exemple, si on prend une US de initialisation d'un compte client dans lequel il faut qu'il saisisse un mot de passe et que l'utilisateur puisse avoir en retour si le mot de passe a un niveau de sécurité qui est suffisant ou moyen ou haut, dans ce cas-là de US, on va venir avoir type de règles de gestion. Donc, du coup, qui vont correspondre à un autre niveau de sécurité, moyenne sécurité, faible sécurité. Et après, tout ce qui est non, c'est pas possible, inacceptable. Il faut choisir quelque chose d'autre. Dans ce cas précis, on se rend compte que toutes les règles de gestion 1, 2 et 3 vont être dépendantes de la règle de gestion numéro 4. Ça veut dire qu'il faut forcément que je sache, peu importe le niveau de sécurité que je choisis, que mon mot de passe est inacceptable et qu'il ne va pas pouvoir passer. Dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, ce serait de venir regrouper ma première US avec regrouper ma première règle de gestion avec ma quatrième règle de gestion. Comme ça, je vais avoir une première US qui, elle, va être complètement indépendante et par la suite, venir découper une US par règle de gestion par type de niveau. Ce cas-là, il est intéressant parce qu'il va nous permettre aussi de venir négocier sur la complexité et la valeur que ces US vont venir apporter à l'utilisateur final. Par exemple, dans ce cas-là, peut-être on peut venir négocier avec les parties prenantes, métiers, PM ou sécurité de l'entreprise pour savoir s'il faut avoir 3 niveaux de sécurité ou peut-être 2 suffisent ou 1 va suffire. Et ainsi de suite, venir dégrossir un peu aussi la complexité des versions qu'on est en train de délivrer. Alors, un petit tip sur cette stratégie de découpage, c'est que là, Maria-Elisa vous a parlé de découpage sur des règles de gestion. Cette stratégie l'est également est applicable sur les critères d'acceptance, au niveau de tout ce qui est test de vos US. Une quatrième stratégie de découpage, ça va être de s'intéresser au type de données. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis face à une US qui, pour un traitement identique, une action identique, va manipuler différents types de données? Si la réponse est oui, on va pouvoir aller essayer de chercher à traiter, en fait, à avoir une US qui va traiter un premier type de données et ajouter ensuite les autres dans des US séparés. On verra que la notion de complexité de traitement des données va jouer un rôle important sur la manière dont on va pouvoir découper et surtout négocier avec les parties prenantes. Petite illustration toujours avec notre site e-commerce. On est dans le cas d'une US où on vient consulter des articles qui doivent être à la fois populaires et disponibles. L'objectif, c'est que finalement, voilà, en tant qu'utilisateur, moi, je souhaite commander des articles qui sont à la fois de qualité, mais dont j'aurais besoin rapidement. Une première US qui permettrait de répondre à ce besoin-là, ça serait de dire, moi, je souhaite consulter des articles qui sont disponibles en magasin. Donc là, on a un premier type de données, la disponibilité en magasin, et dont le nombre d'articles vendus est supérieur à la moyenne des ventes. Là, on a un deuxième type de données, et l'ensemble de ces données-là permet de répondre aux besoins. Donc, on voit là, on manipule des données qui sont assez simples, sur lesquelles on va pouvoir, normalement, en termes de réalisation, arriver à un résultat assez rapidement. Ensuite, on pourrait venir rajouter de la valeur en incorporant de nouveaux types de données. Imaginons qu'on souhaite adresser le besoin de qualité en travaillant sur la note client. On pourrait avoir une deuxième US qui est de dire, je souhaite consulter les articles dont la note client est supérieure à 4 sur 5. Mais pouvoir traiter ce type de données, ça va peut-être nécessiter certaines choses d'un point de vue réalisation, d'un point de vue technique. Exemple, on va peut-être être obligé d'intégrer une plateforme d'avis certifiée, donc ça va avoir un coût. Et ce qui va être intéressant en tant que PO, ça va être de bien négocier la valeur, l'intérêt de cette US par rapport à la première US pour savoir est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle et est-ce que le coût de réalisation vaut bien la valeur.
On pourrait avoir la même chose avec l'aspect disponibilité en consultant par exemple les articles qui sont les plus proches de chez moi et non pas ceux qui sont disponibles en magasin, donc dans un rayon inférieur ou égal à 50 km, qui nécessiterait l'intégration d'un framework ou d'une solution de géolocalisation. Merci Nico. 5e type de découpage qu'on va voir ensemble, c'est par type d'interface. Par interface ici, on vient dire interface technique, pas interface graphique. La question à se poser, c'est est-ce que différents types d'interfaçage vont être impliqués pour répondre aux besoins? Si la réponse à cette question va être oui, alors on va pouvoir venir découper les US par chaque type d'interface, que ce soit d'entrée ou de sortie, qu'on va venir identifier. Par exemple, si dans mon site e-commerce, il va falloir que mon fournisseur me permette de savoir s'il a des articles en stock et moi réapprovisionner du coup aussi mon site pour pouvoir vendre ces produits, cette façon de réapprovisionnement, peut-être elle va se faire sur différents types d'interfaçage technique. Par exemple, ça va être un envoi de Excel ou alors une communication via XML ou encore, pourquoi pas, venir se plugger directement à l'application de ce fournisseur via API. Dans ce cas, on a 3 types d'interfaçage technique, d'import de données, dans ce cas de produits. Et à ce moment-là, on va venir découper une US égale un type d'import, très simplement. Comme petit tips ici, on pourrait vous dire que ce type de découpage par interface d'entrée, il est aussi applicable sur tout ce qui est interface de sortie, donc du coup tout ce qui est de l'ordre de l'export ou de la synchronisation avec des applications tierces. Merci Maria-Elisa. On va aborder la dernière stratégie de découpage où on va s'intéresser à la typologie d'utilisateurs. La question qui est posée ici, c'est est-ce que mon US implique plusieurs typologies d'utilisateurs? Et surtout, est-ce que vous avez identifié des spécificités en fonction de cette typologie? Si c'est le cas, on va pouvoir venir découper l'US pour chaque rôle impliqué dans la réalisation du besoin fonctionnel. Illustration. Une US assez classique, un utilisateur du site e-commerce qui souhaite consulter les promotions en cours, donc il consulte la liste des promotions. On pourrait avoir un client qui a un compte de type premium. En plus de voir la liste des promotions en cours, lui, il va avoir accès à des promotions exclusives. Donc on voit bien qu'on pourrait créer 2 US, une pour chaque typologie d'utilisateur. Donc on vient de voir ensemble 6 stratégies de découpage. Donc comment finalement, quand on les applique, comment évaluer est-ce que notre découpage, le résultat de ce découpage est bon ou pas? Donc moi, je vous invite à vous poser ces 3 questions. La première question, c'est est-ce que les nouvelles user stories que j'ai obtenues, elles sont suffisamment petites? Le fameux small de Invest pour être terminé au cours d'un sprint. Est-ce que je suis bon par rapport au seuil de complexité qu'on s'est défini avec l'équipe? Si la réponse est oui, est-ce que ensuite chacune de ces US respecte l'ensemble des propriétés Invest, notamment la partie indépendante et valorisable? Si la réponse est encore oui, alors là, on rentre dans la phase de négociation. Et ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de déprioriser ou supprimer les user stories, notamment celles qui amènent le moins de valeur et qui coûtent le plus cher en réalisation. Et si vous avez répondu oui, normalement, bravo, vous avez un résultat qui est satisfaisant, vous allez pouvoir partir en implémentation. Si vous avez répondu non à l'une de ces 3 questions, alors essayez une autre stratégie de découpage ou une autre combinaison de stratégies de découpage. À toi, Maria-Elisa. À ce moment-là, on vient de voir du coup ces 6 stratégies de découpage. Il faut savoir que certaines de ces stratégies qu'on a pu voir ensemble sûrement sont pas compatibles avec votre contexte, votre environnement et voire même vos habitudes de faire. Donc, il est important que vous puissiez du coup adapter et tester plusieurs types de stratégies avec votre équipe et savoir que cette notion de découpage se fait aussi par équipe parce que ça va vous permettre d'avancer ensemble et lever des ambiguïtés ensemble. La question, en fait, que plusieurs PO se posent, que je me suis posée à l'époque, et les PO que j'accompagne aussi, ou PM qui se posent, c'est en réalité, quand on sort d'une session d'affinage ou de sprint planning, chacun pense qu'on est aligné exactement sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, que tout est très, très clair.
En revanche, en cours de sprint, on commence à avoir plein de doutes, on se rend compte que ça ne répond pas exactement à l'idée qu'on avait au début et finalement, on a un grand désalignement qui se manifeste au moment de la réalisation et ça, c'est un réel problème. Donc, ma question pour Nico, c'est comment on peut faire? Alors effectivement, hein, c'est un cas qu'on rencontre souvent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matt Wynne qui travaille chez Cucumber. Cucumber, c'est un logiciel qui fait en fait des logiciels de test fonctionnels automatisés et qui a inventé un atelier qui s'appelle l'example mapping. Alors, l'example mapping, c'est quoi? C'est un atelier qui va vous permettre de structurer vos séances d'affinage de vos US. L'intérêt, l'objectif de cet atelier, hein, ça va être de à la fois clarifier le besoin et surtout d'essayer de limiter au maximum les ambiguïtés et les non-dits. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va s'y prendre sur la base de conversations. Donc, on va essayer de générer un maximum de conversations. Et pour que ces conversations aient de la valeur, on va les réaliser autour d'exemples concrets. Donc, cet atelier, il est basé sur des cartes. Donc là, j'ai repris le code couleur qui était décrit dans l'article initial par Matt Wynne. Donc, on a 4 types de cartes. La première carte, on vient inscrire la user story sur une carte jaune qu'on va venir poser au sommet, vous allez voir, d'une pyramide. Pour une user story, on va venir ensuite décrire l'ensemble des règles métiers et on va venir les décrire sur des cartes bleues qui vont être rattachées du coup à la user story et qui vont venir décrire les exigences fonctionnelles de cette user story. Ensuite, et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va venir expliciter ces règles métiers, ces règles de gestion, sur la base d'exemples. On va inscrire pour chaque règle métier les exemples qui permettent d'expliciter la règle sur des cartes vertes. On va pouvoir avoir plusieurs exemples pour une seule règle de gestion. Ce qui va être intéressant quand vous allez faire cet exercice, c'est que vous allez vous poser tout un tas de questions. Et il va y avoir des questions auxquelles vous n'allez pas avoir la réponse. Pour pouvoir capturer cette question-là et ne pas l'oublier, vous allez les inscrire sur des cartes rouges. Ce seront des questions à creuser que le PO ou d'autres personnes vont ensuite pouvoir aller chercher la réponse avant de finaliser la séance d'affinage. Donc, tout le but du jeu de cet atelier est de construire cette map, cette example map, avec l'ensemble des cartes montrées ci-dessus. Donc, comment est-ce que ça se passe? Donc, on est en séance d'affinage. Il faut que ça soit limité. Donc, qui participe? Il faut que ça soit limité en nombre de personnes, hein, pas plus de, entre 3 et 5 personnes max. Mais ce qui est intéressant, c'est d'appliquer en fait ce qu'on appelle le pattern des 3 amigos. Le pattern des 3 amigos, c'est quoi? C'est d'avoir en fait des personnes qui ont la vision fonctionnelle, des product owners, des business analysts, des gens qui ont la vision technique et des gens qui ont la vision test. L'intérêt, c'est que les conversations avec ces 3 points de vue différents vont permettre finalement de couvrir un maximum de questions et de lever un maximum de risques. Il faut que ça soit aussi time-boxé, assez court dans le temps. Une équipe mature, normalement, doit pouvoir affiner une user story avec un example mapping en 25-30 minutes maximum. Moi, je vous encourage vraiment à time-boxer et si ça dépasse, c'est certainement qu'il y a encore des questions ou des choses à creuser. Donc, à aller chercher les réponses à ces questions et à y revenir plus tard. Donc, pour illustrer un peu cet atelier d'example mapping, je vous propose justement un petit exemple. Donc, imaginons qu'on est toujours sur notre site e-commerce hein, et on a notre PO qui a travaillé un petit peu en amont. Il arrive en session d'affinage et il présente sa user story qui est d'ajouter un article au panier. Et il a 3 règles de gestion qui sont sur les cartes bleues. La première, c'est on peut ajouter un article au panier si celui-ci est disponible en stock. Deuxième règle de gestion, on peut également ajouter l'article au panier, même s'il n'est pas disponible en stock, mais qu'il y a un réassort qui est en cours. Et troisième règle de gestion, si l'article n'est ni disponible en stock et qu'il n'y a pas de réassort en cours, alors l'article est dit épuisé. Et là, ce qu'on va souhaiter, c'est proposer à l'utilisateur de renseigner son mail pour être ensuite notifié du retour en stock de l'article. Et c'est parti, hein. Du coup, notre ami PO, il présente ça à un développeur et à un testeur et ils viennent illustrer ça avec des exemples sur des cartes vertes. Donc là, on voit que c'est une équipe assez mature parce qu'ils utilisent un petit formalisme, hein. Donc ils utilisent les bullet points pour les préconditions. Il y a ensuite l'action utilisateur et ensuite le résultat obtenu. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, ça peut vous rappeler un peu tout ce qui est BDD. Donc là, on voit, hein, illustration par exemple, notre première règle de gestion d'ajout d'un article disponible en stock. Si j'ai un panier où j'ai déjà un article et que l'article 457 il est en stock et qu'il y a 3 articles en stock, lorsque je clique sur le bouton ajouter, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton ajouter,
alors l'article est ajouté au panier, donc le nombre d'articles est incrémenté de 1, et j'ai une pop-in qui s'affiche et qui vient signaler à l'utilisateur que l'ajout a été effectué correctement. On peut avoir exactement la même illustration avec un exemple sur l'article ajouté en cas de réassort. Donc on voit bien là que le stock est à 0, mais qu'il y a un réassort en cours. Quand je clique sur ajouter, pareil, j'ai l'article qui vient d'être, le panier qui est incrémenté et la pop-in qui vient informer l'utilisateur. En revanche, si j'ai le stock qui est à 0 et que le réassort est impossible, eh ben, quand je clique sur ajouter, j'ai un message d'info qui vient de me dire article épuisé et j'ai une pop-in qui vient demander à l'utilisateur de renseigner son email pour être notifié du retour en stock. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on génère des conversations, comme je l'ai dit, hein, et puis par exemple, on a le développeur qui dit moi, sur tous les sites e-commerce, quand on rajoute un article au panier, on a toujours une petite bulle au-dessus de l'icône du panier qui indique le nombre d'articles ajoutés. Est-ce qu'on veut avoir ce système-là sur notre site? Le PO, il va dire bien sûr, enfin, c'est évident, je ne l'ai pas mis, mais ça semble évident. Justement, les non-dits, on va les rendre explicites. Et donc, du coup, on va rajouter notre règle de gestion. On veut que le nombre d'articles du panier soit visible sous forme de badge. Et pareil, on va pouvoir venir l'illustrer avec des exemples. Donc là, on voit qu'on utilise le formalisme qu'on veut, hein, avec des petits dessins, par exemple. Donc, si j'ai un panier vide, j'ai le badge qui est non visible. Quand j'ajoute l'article, hop, j'ai la petite notification qui apparaît. Et pareil, si j'avais déjà des articles au panier, quand j'ajoute l'article, j'ai la notification qui est le nombre d'articles dans la notification qui est incrémenté. Et puis, il peut y avoir d'autres conversations et puis des questions qui se posent. On a notre testeur qui est là depuis un moment et qui dit moi, je me rappelle d'une situation, on a eu des problèmes de qualité sur certains produits et on a voulu les bloquer à la vente. Et ce n'était pas possible sur l'ancien site e-commerce, ça a été un vrai bazar. Est-ce qu'on veut pouvoir gérer cette situation-là avec le nouveau site? Notre ami PO, il n'a pas la réponse à la question. Hein. Donc, il se dit OK, on va noter cette question-là sur une carte rouge et je reviendrai vers vous quand j'aurai la réponse. Et il est allé chercher la réponse à cette question et il revient et dit effectivement, on veut gérer ce cas-là. Donc, je vous propose de rajouter une règle de gestion. L'ajout est impossible si l'article a été défini comme indisponible à la vente. Et pareil, on vient l'illustrer. Si j'ai un article qui est en stock et que le réassort en cours est possible, mais qu'il a été défini comme étant indisponible, alors le bouton ajouter n'est pas visible et à la place, j'ai un libellé article indisponible. Donc là, on voit bien, ce qui est intéressant, c'est les discussions et c'est très visuel. Le fait de rendre visuel les choses, ça va nous permettre aussi de faciliter le découpage. On a évoqué ensemble tout à l'heure une stratégie de découpage par règle de gestion. Là, on voit bien qu'on a un certain nombre de règles de gestion. On va pouvoir les manipuler pour découper par sous-ensemble de règles de gestion indépendantes et créer du coup 3 user story feeds. On pourrait avoir une première user story d'ajout de l'article au panier, qui va adresser la règle d'articles dispo en stock, de réassort en cours, et sur lequel on va venir visualiser le nombre d'articles sous forme de badge. On pourrait avoir une autre US qui traite uniquement la partie article épuisé et demande de notification par mail, et une dernière US sur laquelle on vient gérer tout ce qui est article indisponible. Donc voilà, c'est vraiment un super atelier pour discuter ensemble et surtout avoir des discussions qui ont de la valeur pour vraiment découper, affiner et clarifier vos US. Ah, Elisa, tu as le micro coupé. Voilà. Ce qui est important dans cet example mapping, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait après. Certes, on s'est vu avec le système des 3 amigos et après, il va falloir quand même partager ces informations aussi bien aux parties prenantes en dehors de l'équipe, mais aussi à l'équipe de dev qui va venir réaliser tout ce qu'on vient de définir. Pour pouvoir partager ça de meilleure façon, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans un premier temps de conserver les cartes, donc du coup, soit les ramasser, soit avoir un super grand paperboard dans lequel on va venir poser les post-it et après le ramener dans son open space, ou alors les prendre en photo. Toute cette base-là, ça va vous permettre de créer vos US dans votre système de gestion de backlog. Donc, du coup, déjà, venir peut-être les structurer avec tout ce qui est Epic, US, etc. sur Jira ou dans des outils type Azure DevOps. Et aussi, elle va vous permettre de faciliter les sprint planning ainsi que les développements par la suite parce que tout le monde sera aligné sur qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on veut voir exactement comme résultat
quel est le résultat attendu de chaque US qui est du coup programmé dans le sprint. Afin de réussir cet exercice de example mapping, je vais vous donner 3 tips. Le premier, ce serait de venir numéroter les cartes. Pourquoi? Parce que quand on va venir mélanger les cartes, comme ça, on va trouver très facilement la correspondance entre règles de gestion et exemple. Ou si c'est le cas du grand paperboard qu'on va venir coller dans l'open space, une fois que les post-it vont se décoller, parce qu'on a tous vécu ça, des post-it qui se décollent, on va pouvoir très facilement savoir où l'exemple ou où la règle de gestion devait aller. Deuxième tips, ça serait du coup de nommer chaque exemple avec la convention de nommage Friends, tel que les épisodes de Friends, tous, ils vont venir commencer par celui que, celle qui a fait ci ou qui a fait ça. Nous, pareil, on va venir nommer chacun de nos exemples afin de venir illustrer quel est le propos de cet exemple. Par exemple, celui dans lequel l'article n'est pas en stock ou celui dans lequel on est en cours de réapprovisionnement. Comme ça, la notion de communication à l'extérieur aussi des équipes techniques sera beaucoup plus simple. Et dernier tips, ça serait de pouvoir venir réfléchir à la complexité qui est cachée derrière l'exercice qu'on est en train de faire. Je m'explique. L'example mapping, c'est un outil de management du coup visuel et de création visuelle. Et ça va nous permettre de voir que peut-être on a trop d'exemples pour une règle de gestion. Comme indicateur, c'est bien à peu près 3. Si on a plus de 3 exemples par règle de gestion, alors peut-être on doit se poser la question de est-ce que ces exemples ne sont pas en train de cacher d'autres règles de gestion qu'on n'a pas définies encore. Ça va nous permettre du coup d'éclater la complexité et de correctement adresser chaque règle de gestion avec des exemples qui leur vont être associés. Pareil, au niveau du coup des règles de gestion par rapport à un US, l'indicateur à conserver là, ça serait est-ce que j'ai plus de 4 règles de gestion par US, à ce moment-là, sûrement, je devrais redécouper cette US en 2 ou 3 US vraiment distinctes afin de vraiment faire baisser un peu la complexité de chaque US et pouvoir mettre plusieurs US dans un sprint. Finalement, tout ce qu'on vient de voir, on vous a un peu parlé de cet atelier d'example mapping qui est plus dédié un peu au présentiel parce que c'est des cartes qu'on va venir manipuler. Il faut savoir qu'il est aussi adaptable en distance, donc en full remote, grâce à tous les outils qu'on peut avoir type tableau blanc interactif comme Klaxoon, comme Mural ou comme Miro. Ça va vous permettre de mettre les 3 amigos autour de la table et manipuler aussi des cartes, les écrire, avoir votre code couleur et plus besoin du coup de les prendre en photo parce que vous allez les avoir dans votre tableau interactif. Finalement, ce qui est important, je pense, à retenir de la conf qu'on vient de faire, c'est pas forcément les méthodes en elles-mêmes de découpage, mais c'est plutôt savoir que les US sont là pour générer des conversations et des discussions. L'objectif, c'est pas de faire parfait dès la première fois, dès le premier découpage, parce que sinon, il n'y aurait pas de négociation, il n'y aurait pas de discussion, et finalement, il faudrait se poser la question, est-ce que ces US sont bonnes ou pas, parce qu'on va pas venir répondre au N de invest. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut prendre du plaisir, du coup, ensemble à lever les ambiguïtés. C'est l'example mapping, comme tous les autres types d'ateliers qu'on peut avoir en affinage, vont nous permettre de faire ça, du coup venir adresser tous les zones de flou, toutes les questions qu'on peut se poser, partager les doutes du coup avec l'équipe et aussi les parties prenantes, mais surtout trouver des solutions tous ensemble en équipe afin d'avoir une vision très claire et que tout le monde soit aligné. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste normalement 10 minutes environ pour les questions. Merci. Du coup, on va aller voir le thread de questions. Ok. Alors, pour les questions, il y a, donc je vous propose de lire la question. On va essayer d'y répondre. Si la personne qui a posé la question souhaite venir sur scène pour en discuter à l'oral, n'hésitez pas à lever la main numériquement sur l'outil Mural. Du coup, Alison vous fera monter sur scène.
Alors, on a une première question de Frédéric qui nous dit comment répartissez-vous le travail de ready, donc affiner, lever les dépendances, et le travail de done, dev? Parfois, le premier est plus important que le second dans les environnements complexes. Alors, je peux commencer à m'exprimer sur ce sujet-là. Alors, je suis déjà tout à fait aligné avec l'affirmation que le premier travail est souvent parfois plus complexe. Comment est-ce qu'on répartit le travail dans, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de le faire. Alors, il y a une question de temporalité, c'est-à-dire que les travaux d'affinage doivent être faits en just in time, donc c'est-à-dire juste avant qu'ils partent en réalisation. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire avec les équipes, c'est de prévoir à peu près entre 5 et 10% de la capacité de l'équipe de réalisation qui travaille sur un sprint donné et à les impliquer dans les sessions d'affinage du sprint qui va arriver ensuite. Donc, et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit des créneaux un peu fixes, et le PO vient inviter, donc identifie quels sont les US qui vont être affinés, et les personnes viennent spontanément. Bien entendu, on essaie de limiter le nombre de personnes et d'avoir justement les 3 amigos pour générer des discussions efficaces, viennent et travaillent sur cette session d'affinage. Donc ça, pour moi, c'est un moyen, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un moyen de répondre à cette question. Oui, et dans mon cas, par exemple, la répartition du travail de affinage et de dev, elle est faite de 2 façons. La première, c'est qu'on est sur du continuous discovery. Souvent, quand on est plus tourné produit que projet, même si on travaille en mode agile, on peut être très tourné projet. Quand on est tourné plus produit, que c'est le cas des équipes que j'accompagne, à ce moment-là, on va venir faire un peu des boucles de conception et de validation très rapides au début d'une release, ce qui nous permet de dégrossir pas mal de sujets et du coup de s'aligner, de faire un product mémo et de un peu partager la vision produit des incréments qu'on va venir délivrer. Après ça, du coup, on a des sessions d'affinage qui vont venir être parallélisées avec le développement, c'est-à-dire qu'on va venir affiner, on va avoir deux sprints d'avance par rapport au développement. C'est comme ça qu'on travaille dans les équipes que j'accompagne actuellement. Et du coup, on va venir faire des sessions d'affinage pareilles en comité un peu réduit. Et on utilise aussi tout ce qui est asynchrone avec le reste de la team de dev. C'est-à-dire, on va venir affiner, poser les règles de gestion, les critères d'acceptance et les exemples. Par la suite, on va avoir un sprint backlog préfet sur lequel les équipes de dev vont pouvoir venir poser leurs questions, lire toutes les US quand ils peuvent et quand ils ont le temps de pouvoir le faire avant la session d'affinage tous ensemble dans laquelle on peut poser des questions et ils ont la capacité de venir rajouter peut-être des points importants à traiter ou adresser dans ce sprint-là ou au contraire de se dire que finalement ça, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas fait une autre tâche qui va venir par la suite et du coup prioriser ensemble et affiner ensemble. Merci Maria-Elisa. Il y a une autre question de Frédéric qui a obtenu un nombre de votes important, c'est comment limiter le nombre de personnes en affinage sans exclure des gens et spécialiser trop certaines personnes sur des sujets. Alors, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure avec la première question. Moi, en fait, je marche sur un système d'invitation, c'est-à-dire que j'expose en tant que PO quel va être le sujet de la séance d'affinage, et après, on définit des règles au sein de l'équipe. Il y a plusieurs règles. La première, c'est limiter naturellement le nombre de personnes. Donc, moi, je l'ai dit tout à l'heure, pas plus de 5, et d'avoir des gens qui endossent plusieurs rôles. Donc, effectivement, quelqu'un qui a la casquette test, fonctionnel et dev. Si, par exemple, vous avez des vraies personnes qui font de la qualif, de la QA au sein de l'équipe, ça ne veut pas forcément dire que c'est tout le temps elles qui viennent aux séances d'affinage. Par contre, ça veut dire que ça peut être un autre développeur qui vient et qui prend au cours de la session d'affinage cette casquette de testeur, de développeur. Donc finalement, ça va permettre de limiter le nombre de personnes, mais aussi de faire grandir les gens sur justement leur rôle et du coup les faire sortir un petit peu de leur zone de confort. Après, il y a aussi la notion de montée en compétence. C'est-à-dire que quand j'expose un sujet, ce qu'on se dit avec l'équipe, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui maîtrise le sujet technique, fonctionnel, et après, on peut venir compléter avec des personnes qui le maîtrisent moins pour faciliter la montée en compétence. Donc, il faut clarifier en fait ces règles et les objectifs de cette session d'affinage pour essayer, et tout en étant assez strict sur le nombre de personnes, parce que dès que vous allez être plus de 5, en fait, les conversations vont être compliquées et vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. J'espère avoir répondu en partie à la question. Si Frédéric, n'hésite pas à monter sur scène si tu penses que la réponse n'était pas complète.
On a une autre question qui a reçu pas mal de votes. Est-ce que les questions de découpage sont le principal objectif du backlog refinement? Pour répondre à cette question, ça va dépendre plutôt de l'équipe avec qui Sylvain est en train de travailler. En revanche, ce que je peux te donner comme réponse un peu plus précise que ça, c'est que le backlog refinement, il est là pas forcément juste pour découper, mais surtout pour éclaircir, clarifier et partager. Donc du coup, le côté de refinement, ça va pas forcément dire découper l'US qu'on est en train de raffiner en plusieurs US. Peut-être elle va rester en tant qu'une US unique. En revanche, tous les exemples vont faire sens. Le côté technique avec les développeurs, le côté test et le côté fonctionnel vont être alignés et ça va nous permettre d'apporter de la valeur tout en ayant des sprints qui sont efficaces parce qu'on ne doit pas se poser 50 questions quand on est en train de le réaliser. Donc, dans mon cas, le backlog refinement, il est plus là pour clarifier, partager et être sûr qu'on n'embarque pas d'ambiguïté dans le sprint en cours. En complément de ce que dit Maria-Elisa, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le backlog refinement, c'est pas une cérémonie, c'est vraiment une activité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une activité qui va être réalisée tout au long de la vie du produit. Et en fait, ce qui est fait au sein des activités de backlog refinement dépend beaucoup en fait de la temporalité et donc du coup de la priorité des US. En fait, quand vous êtes sur une US plutôt une épique sur lequel en termes de timeline vous venez de capter le besoin, les activités de refinement ne vont pas être les mêmes que quand finalement la user story, on a déjà bien dégrossi, bien négocié le besoin et l'objectif c'est plus là d'avoir un niveau de détail suffisant pour démarrer la réalisation. Donc, dans le premier cas que j'ai cité, quand on est là pour capter le besoin et qu'on fait une activité de refinement, on est plutôt sur des activités de découpage. On essaye de découper, d'identifier la valeur des différentes du résultat de ce découpage-là pour revenir ensuite renégocier avec les parties prenantes. Quand on a fait ce travail-là et qu'on commence à avoir une priorité forte sur certaines des US filles, là, on rentre plus dans une activité de refinement où l'objectif est d'apporter le bon niveau de détail. Donc là, typiquement, mise en place d'un atelier d'example mapping. Donc, en fait, pour moi, ce qu'on fait en termes de refinement dépend beaucoup, en gros, de la temporalité et de la maturité du besoin qu'on est en train de traiter. Il y avait une autre question. Finalement, les exemples ne sont-ils pas des critères d'acceptance? Est-ce que tu veux répondre, du coup, Maria-Elisa? Oui, tout à fait. Ça peut être partie des critères d'acceptance. Tout dépend de la convention de votre équipe pour rédiger ces critères d'acceptance. Par exemple, celle que j'accompagne actuellement, les critères d'acceptance sont quasiment des use cases, en fait, dans lesquels on déroule qui est cette personne-là, les étapes à faire et quels sont les résultats attendus et à quel moment on valide et quand est-ce que c'est no-go. Donc, dans ce cas, oui, mais il y a des conventions d'équipe dans lesquelles c'est pas forcément ça. Je ne sais pas si tu souhaites apporter un complément, Nico. Non, je suis tout à fait aligné avec ce que tu viens de dire. En fait, ça peut être. En fait, pour moi, les exemples, c'est une excellente base pour les critères d'acceptance. Et ça dépend jusqu'où vous voulez aller, comme tu l'as dit, Maria-Elisa, en termes de formalisation. Parce qu'on pourrait très bien, en fait, décrire les exemples sur la base d'une convention de type BDD, langage Gherkin, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et donc là, finalement, on pourrait les reprendre telles quelles et les utiliser comme critères d'acceptance. Moi, je mets juste un petit warning. Le vrai intérêt quand même de l'example mapping, c'est pas d'être tout de suite sur quelque chose de formel et parfait. C'est plus vraiment, encore une fois, de générer la discussion. Donc, si la formalisation au début est un petit peu, voilà, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Si vous finalement utilisez cette base pour ensuite formaliser vos critères d'acceptance dans un second temps, moi, ça me convient parfaitement. Voilà. Mais c'est effectivement une excellente base pour définir les critères d'acceptance. Il nous reste 1 minute 40. Juste avant de répondre aux autres questions, je vous ai mis dans le petit rôti express, là, donc il y a le QR code, n'hésitez pas à flasher, à nous faire part de vos retours. Sinon, il y a le lien également que j'ai mis dans le chat. On a une autre question de François. L'écriture des US est longue. L'évaluation du découpage peut-il être fait avant d'avoir complètement écrit les US? Alors, je pense avoir répondu, j'espère en tout cas, lors de la précédente question de Sylvain, qui était de dire effectivement, en fait, ça dépend de la temporalité, de où on se situe dans le niveau de maturité de l'US, encore une fois. Donc, effectivement, le découpage, il est fait avant, en fait. Il y a des activités de découpage qui doivent être faites au tout départ. Et
Quand on a découpé et qu'on a identifié ce qui était prioritaire en termes de valeur dans le résultat, alors on peut rentrer dans le niveau de détail et aller investir finalement dans de la formalisation des critères d'acceptance, des règles de gestion métier. En fait, il faut pas, n'ayez pas le réflexe cahier des charges. Hein, c'est-à-dire que dès que vous avez une première version de votre backlog, il ne faut pas aller au niveau de détail example mapping sur l'ensemble de ces éléments. Exactement. En peut-être 30 secondes, je ne sais pas si on a le temps de répondre à la dernière question. L'écriture des US est longue, l'évaluation du Ah non, ça c'est bon, tu viens de répondre. Celle de Samuel, j'aurais tendance à penser que Oui. toutes les stratégies sont bonnes. Quelles seraient des approches à déconseiller selon vous? Moi, je peux faire une réponse extrêmement rapide. L'approche que je déconseille fortement, c'est l'approche par découpage technique. C'est-à-dire, en fait, avoir un élément où on fait que l'IHM, un élément où on fait que la couche de service, où on fait que la couche base de données. Non, ça, c'est un découpage dit, du coup, horizontal. Ce qu'on cherche à avoir dans le V de Invest, apporter de la valeur, c'est un découpage vertical. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le découpage que je déconseille. Après, quand vous êtes sur ce découpage vertical, toutes les stratégies qu'on a présentées normalement permettent d'obtenir ce découpage vertical. Et je suis d'accord avec l'affirmation, toutes les stratégies sont bonnes, ça dépend vraiment du contexte. Voilà. Il faut plutôt, encore une fois, c'était un peu la conclusion, en discuter avec votre équipe pour voir est-ce que ça répond aux besoins actuels et est-ce que ça va permettre à l'équipe d'apprendre et d'avancer efficacement. On va clore notre conférence là. Merci à tous pour votre écoute, pour vos questions. N'hésitez pas, on va rester avec Nicolas la journée. Si vous nous voyez à une table, à venir discuter avec nous, ça nous ferait vraiment plaisir. Et ravi d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous. Merci à tous. Merci Nicolas, merci Maria-Elisa. Donc, comme il le disait, ils restent dans le coin. Si vous avez besoin de leur parler, n'hésitez pas à les retrouver dans le chat en tapant leur nom. Vous pouvez les retrouver assez facilement. Sinon, globalement, pendant les pauses dans l'Atrium, vous pourrez certainement aussi les recroiser. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter avec le rôti. C'est toujours plaisant pour les orateurs d'avoir un feedback par rapport à leur présentation. Donc, on vous invite très chaleureusement à le faire et aussi, du coup, à participer sur le Klaxoon que je vous remettrai dans le chat. Donc voilà, merci encore Marie-Elisa et Nicolas, et puis, du coup à très vite. Ciao, ciao. Merci Alison.